Bienvenue sur PME plus durabilité, une plateforme hybride à la fois live talk, vidéo podcast et podcast. Nous recevrons ici celles et ceux qui sont engagés au quotidien pour faire bouger les lignes de leurs industries en créant des modèles économiques plus vertueux. Conscients des enjeux environnementaux et sociaux actuels, ces actrices et acteurs du changement ont développé des solutions concrètes privilégiant des pratiques professionnelles responsables et durables à différentes étapes de la chaîne de valeur. Avec force et conviction, ces hommes et ces femmes insufflent un vent nouveau au cœur de notre système économique, à petite ou grande échelle, mais toujours près de chez vous. Circularité, impact social, approvisionnement, engagement des salariés, autant de leviers de transformation qui seront abordés ici, en toute transparence. Des entretiens sincères et singuliers pour s'inspirer et co-créer une société plus respectueuse du vivant, plus inclusive, plus prospère. Ensemble, ouvrons le champ des possibles. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Valérie Minassian, qui est donc la cofondatrice d'Iris Alt, qui est une marque de montre engagée. Alors engagée est souvent un adjectif un peu galvaudé, donc on va aller dans le détail de quels sont tes engagements, comment tu t'es engagée pour que cette montre ait un impact plutôt positif pour la planète. On peut citer peut-être déjà, avant d'aller dans le détail, donc tu as une approche circulaire via ton business model en circuit court. Également. Très peu d'intermédiaires et des partenaires locaux. Donc, je pense que l'approche locale est aussi quelque chose qu'on peut mettre en avant. Et j'ai oublié de me présenter, donc je m'appelle Gaëlle Borgeaud et je suis la fondatrice de Zestissime, qui est un studio de conseil RSE. Et pour moi, c'était très important, en plus de ma casquette d'entrepreneur sur la RSE, d'envisager d'autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Avec plaisir. Merci déjà Gaëlle pour cette invitation. Je suis ravie de faire partie de ce podcast et puis de répondre à tes questions aujourd'hui. Alors moi, j'ai effectivement, avant cette aventure entrepreneuriale, évolué entre Paris et Genève dans les métiers de la mode et du luxe et plus particulièrement sur de la joaillerie et de l'horlogerie. J'avais des fonctions plutôt de développement produit, stratégie de marque. Et j'ai également exercé pendant 2 ans dans une boutique en tant que directrice de boutique. Donc j'ai aussi une casquette en lien avec le retail et l'approche directe avec les clients. L'aventure Iris Alt a commencé à une époque où je n'étais pas salariée, justement, sans quoi elle n'aurait peut-être jamais commencé. J'avais quitté mon précédent emploi car j'avais repris trop tôt, en fait, après la naissance de mes jumelles. Et oui, tu as 3 filles. J'ai 3 filles, oui, absolument. Et donc, les 2 petites dernières sont des jumelles. Et c'est vrai que j'ai repris à une période où je pense j'étais pas prête à tous les niveaux, que ce soit physiquement ou psychologiquement, pour reprendre. Et du coup, j'ai mis un terme assez rapide à cette expérience professionnelle parce que j'étais pas du tout au top dans ce que je faisais et ça ne me convenait pas. Et j'ai eu donc une période de réflexion, de remise en question. Et en fait, ce projet s'est imposé à moi petit à petit suite à une découverte qui a été assez fondatrice, qui était celle du fait que les diamants cultivés en laboratoire, les diamants de synthèse, pouvaient être sertis sur de la joaillerie. Et je me suis dit, pourquoi pas sur des montres. Oui, et tu m'expliquais en préparant cette discussion que justement, alors on a l'impression que le diamant de synthèse et le diamant de laboratoire est une technologie nouvelle, ce qui est pas le cas. Elle est nouvelle dans son usage pour l'horlogerie, joaillerie, mais elle n'est pas nouvelle dans sa technologie. Pas du tout, en effet. Le diamant de laboratoire, le diamant de synthèse existe depuis la fin du 19e siècle.
et a été utilisé jusqu'à présent dans l'industrie, en fait, principalement. Et ce n'est que depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années que les qualités des diamants qui sont donc fabriqués par l'homme ont des qualités suffisantes pour être utilisées dans d'autres secteurs d'activité, et donc en l'occurrence en joaillerie et en horlogerie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en entend beaucoup plus parler que toutes ces dernières années, en fait. Et c'est vrai que c'est un sujet qui fait débat. Enfin, on vient toutes les deux de cette industrie, et c'est vrai qu'au sein de l'industrie, c'est un sujet qui fait débat parce que traditionnellement, on préfère utiliser des diamants issus de la terre. Maintenant, c'est vrai qu'on oublie parfois ce qu'il y a derrière et la partie plus extraction minière, qui a quand même un très très fort impact sur l'environnement, un impact social aussi sur les communautés. Or, certaines vivent de cette industrie-là, mais très peu quand même si on met ça à l'échelle des volumes qui sont produits. Donc pour toi c'était une évidence et c'était un peu le turning point et l'élément qui t'a fait te poser une question, comment on pourrait l'utiliser Absolument. Alors en fait moi j'ai une relation assez conflictuelle entre guillemets avec les pierres, parce que les pierres naturelles, quelles qu'elles soient, c'est magnifique, c'est très très beau. En effet, leur mode d'extraction en revanche est nettement moins beau. Et souvent on essaye de pas trop montrer à quoi ressemble. On montre très rarement en quoi consiste une mine de diamants, en l'occurrence, qui est un trou béant dans la terre, en fait, qui effectivement peut faire vivre des communautés, mais bon, à quel prix, ça on ne sait jamais, qui effectivement utilise de l'énergie aussi, parce que ça c'est le gros débat effectivement autour des diamants de laboratoire, c'est l'énergie qui est utilisée pour faire pousser ces diamants. Alors oui, bien sûr, il faut de l'énergie pour faire pousser des diamants, c'est évident. Mais il en faut aussi pour une extraction plus traditionnelle minière. Il faut aussi pour une extraction plus traditionnelle minière. Avec d'autres impacts et avec d'autres sur les écosystèmes. Et les écosystèmes, ouais, absolument. Absolument. Donc effectivement, mon point de départ était celui-ci, et j'ai effectivement vu une opportunité dans cette technique, à la fois pour préserver effectivement la planète, c'est un des premiers points, mais également par rapport au fait que la traçabilité de ces diamants-là, pour le coup, peut être parfaite, en tout cas, est bien plus maîtrisée que celle des diamants de mine. Et un diamant qui est cultivé dans un laboratoire, aujourd'hui, ne peut être cultivé que par des personnes qui ont les capacités pour avoir accès à des machines. Donc, les enfants, en l'occurrence, sont de fait exclus. Non, et tu mentionnais la traçabilité, je pense que c'est un point très important en lien notamment avec la supply chain. Donc c'est vrai que dans l'horlogerie actuellement, souvent il y a une traçabilité partielle pour les pierres d'un certain caratage, ce qui limite quand même l'accès à l'information. Alors il me semblait aussi intéressant de parler avec toi un peu du contexte horloger de manière plus globale. Et je pense qu'on partage un peu le même constat. C'est vrai que moi, j'ai commencé dans l'horlogerie il y a une quinzaine d'années, et à l'époque, c'est vrai que les marques horlogères pas se cachaient, mais en tout cas mettaient en avant dans leur démarche éco-responsable le fait que les marques apposent le Swiss Made sur leurs produits, tout en sachant que le Swiss Made aussi, le label a ses limites. Donc on est à 60% de valeur du produit qui doit être lié à la Suisse, ce qui en fait représente que 20% des composants. Donc c'est vrai que souvent, malgré le Swiss Made, beaucoup de produits étaient produits en grande partie avec des composants étrangers. Alors ça a évolué parce que le label justement a revu un peu ses critères. Il y a une dizaine d'années aussi, dans l'approche éco-responsable, les marques mettaient beaucoup en avant le fait que ce sont des produits faits de manière traditionnelle.
donc en petite quantité, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. D'ailleurs, maintenant, l'horlogerie suisse, et l'horlogerie pas suisse uniquement, mais mondiale, a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, voilà, comme faisant partie du patrimoine de l'humanité, donc c'est important. Et puis, donc c'est vrai que les marques se concentraient plutôt sur leur impact direct, donc sur leur production en Suisse, en parfois oubliant ou ne voulant pas regarder ce qui se passait en dehors de leur périmètre direct. Alors on mentionnait la supply chain, je pense que c'est un des grands points qui pose question et qui est problématique en termes de traçabilité, mais aussi en termes de vraiment quantifier l'impact qu'ont les différents intermédiaires tout le long de la chaîne de valeur. Alors, il y a des progrès qui sont faits, heureusement. Oui, heureusement. Et il y a aussi justement des marques un peu plus agiles comme la tienne qui peuvent un peu venir bouleverser secouer un petit peu le statu quo voilà, d'une industrie qui se met en mouvement. Heureusement, avec d'autres contraintes aussi, peut-être en termes de taille et de volume. Peut-être par rapport à Iris Alt et à ton produit, en termes d'éco-conception, on dit que souvent la manière dont on va concevoir le produit va être primordiale pour déjà un peu identifier et quantifier l'impact d'un produit. Par quoi vous avez commencé quand vous avez pensé au premier dessin Alors en fait, le brief de départ pour moi était assez clair. Au-delà du fait donc d'utiliser pour, en tout cas, les parties serties des diamants de laboratoire, il fallait que l'ensemble des matériaux qu'on allait utiliser puissent être recyclés, upcyclés et recyclables. Donc ça, c'était un vrai postulat de départ en termes de matière et donc effectivement donc de supply chain, c'est-à-dire que effectivement à la différence de toutes les grandes marques qui sont aujourd'hui implantées et qui ont une supply chain qui est très très établie, parce qu'elles font ce métier-là depuis très longtemps et forcément c'est difficile aussi quand on est très établi de tout changer, de tout chambouler d'un coup. Nous, on a effectivement cet avantage en démarrant de pouvoir démarrer sur de meilleures bases. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Donc ça, c'était le postulat de départ d'un point de vue des matières. Et du point de vue du dessin et du produit, l'idée, c'était de concevoir un produit qui puisse évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a globalement des montres qui ont un design qui va évoluer avec le temps, parce qu'elles ont toutes évolué avec le temps en termes de design, mais que l'on va être obligé de racheter, entre guillemets, si on veut la dernière. Nous, on a eu envie à la fois d'avoir une boîte, donc c'est la partie dans laquelle se situe donc, le mouvement, les aiguilles, etc., qui puisse évoluer avec le temps, mais également de pouvoir personnaliser ce produit, cette montre, pour pouvoir la faire évoluer dans la journée, du matin au soir. De manière saisonnière. Si tout d'un coup, voilà, pour un look plus estival, on a envie d'accessoiriser sa montre avec un peu plus de couleurs. Voilà. C'est possible. Ce sera possible. Enfin, possible. Ce sera possible. Enfin, ça a été conçu pour que ça a été conçu pour que ce soit possible, absolument. Ouais. Et tu me parlais aussi en termes donc de boîte. Oui. Donc vous avez tout de suite décidé d'avoir un mouvement mécanique. Oui. Alors ça, c'était aussi un vrai prérequis. Avoir un mouvement mécanique à la différence d'avoir une pile. Les mouvements mécaniques sont très utilisés en horlogerie, principalement en horlogerie masculine, assez peu en horlogerie féminine et encore moins sur des petits formats, comme celui que nous travaillons, qui est plutôt un format bijou. Donc c'est un petit diamètre. En général, sur ce type de format, la plupart des marques utilisent des piles qui ont une durée de vie de 2 ans, qu'il faut donc changer. Dans le meilleur des cas, recycler. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et nous, notre idée, effectivement, était de se dire, il faut qu'on puisse, en tout cas dans notre boîte, intégrer un mouvement mécanique, automatique, qui, du coup, aurait une durée de vie perpétuelle et qui ne nécessiterait peut-être qu'à terme quelques révisions, réparations pour pouvoir fonctionner.
Et petite anecdote, c'est vrai que dans les montres femmes, on a souvent quand même, traditionnellement, surtout dans les montres un peu bijoux, un mouvement quartz, comme si la femme n'était pas intéressée par l'aspect mécanique ou ouais, complètement. Je pense que c'est vraiment ça devient je pense qu'avec effectivement toute cette prise de conscience autour de l'environnement et du fait de consommer mieux, je pense que le mouvement mécanique auprès des femmes, en tout cas, parce qu'auprès des hommes c'est quelque chose qui est déjà bien établi. Auprès des femmes commence à prendre de l'ampleur, et les femmes commencent à prendre aussi conscience qu'il n'y a pas de raison pour que les montres féminines ne soient pas équipées d'un tel mouvement. Et effectivement, on peut se demander effectivement si jusqu'à présent les marques pensaient de cette façon-là, c'est-à-dire les hommes c'est très clair, c'est mécanique égale masculin. Et les femmes c'est certi, et les femmes c'est certi, c'est bijoux, mais par contre le côté mécanique n'a pas d'importance, on va leur mettre une pile. Bon, ça me semble un petit peu rétrograde comme façon de penser aujourd'hui, réducteur et très réducteur. Et je pense que ça va évoluer. En tout cas, nous, c'était clairement notre volonté de travailler dans ce sens-là. Et quand on parle donc de la boîte de votre premier modèle, donc il y a vraiment aussi une approche circulaire, circuit court, local. Est-ce que tu peux nous en dire plus parce que c'était, je pense, aussi un gros challenge. C'était le plus gros challenge en fait quand on a commencé à sourcer des matériaux et à rencontrer des fabricants. La question de l'acier et l'acier recyclé à 100% s'est très très vite posée. Et j'ai contacté pour ma part un grand nombre d'aciéries qui m'ont dit non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et en fait j'ai trouvé en Suisse, parce que l'idée bien sûr c'était de rester effectivement dans un périmètre assez restreint, donc France-Suisse en l'occurrence. J'ai trouvé donc effectivement en Suisse une société qui ne faisait pas d'extraction minière par rapport à de l'acier, mais qui allait récupérer des copeaux d'acier dans des aciéries pour ensuite les retraiter et les refondre. Donc c'est vraiment ça correspondait pour le coup très très bien à ce que l'on recherchait, et on a donc décidé de travailler avec eux. Et l'innovation, l'approche innovative des matériaux ne s'arrête pas là. Je crois que vous avez une très longue liste. Ouais, alors très longue. Sur les composants, je pense que on a une petite liste. Non, on a une petite liste, mais qui aujourd'hui en fait est sans précédent dans l'industrie horlogère féminine, unique. En effet, parce que donc on a ce mouvement automatique, on a cet acier qui vient de copeaux recyclés, jurassien, absolument. On a effectivement pour notre cadran un nouvel alliage qui s'appelle du Z1510, qui est un alliage qui a les mêmes qualités qu'un laiton, mais qui respecte vraiment les normes REACH, et qui est issu en fait de cendres de déchets qui sont tréfilées et qui permettent du coup de... Donc ça lui donne c'est un aspect très foncé. Alors c'est un aspect c'est un aspect tout à fait standard, j'ai envie de dire en fait. Mais voilà, l'avantage c'est qu'il est là aussi issu de récupération, et c'est ce qui nous a donc intéressés. Et le dernier point qui a été aussi un grand questionnement, c'était le point qui concernait l'utilisation du cuir sur nos bracelets. Alors la réflexion est passée par on va aller utiliser ces nouveaux matériaux végétaux, mais finalement ces nouveaux matériaux végétaux ils sont très bien, mais ils doivent être agglomérés, donc ils ont quand même des matières qui à l'époque en tout cas n'étaient pas vraiment dans nos cordes. C'est quelle est la meilleure alternative? C'est la question centrale. Exactement. Quelle est la meilleure alternative si on en choisit une à ce qui est déjà existant? C'est vrai que le cuir est pas considéré comme un déchet, mais en même temps, même s'il l'est, il l'est.
Par contre, c'est vrai que c'est plus le processus de tannage qui a aussi un impact environnemental assez conséquent. Absolument. Mais j'aimerais bien justement que tu nous expliques, vous, quel est le parti pris, parce que c'est un parti pris assez fort. Alors, le parti pris qu'on a choisi pour ce modèle-là, en tout cas, en fait, est parti d'un coup de cœur et d'une rencontre sur un salon avec une société qui est à Lyon et qui en fait va récupérer dans l'industrie agroalimentaire lyonnaise des peaux de poisson, des peaux de saumon, de truite et d'espadon, et elle va les tanner pour les transformer en cuir marin. Et donc le principe déjà d'aller récupérer les peaux qui avaient une vocation à être jetées nous a vraiment interpellés. Et la façon dont ces peaux sont tannées pour être transformées en cuir nous a plu également, parce que le tannage utilisé n'est pas un tannage au chrome, est un tannage végétal qui en fait confère aux peaux une magnifique qualité et une magnifique facture. Oui, vous l'appelez pointe de diamant. Alors on a donc eux en fait ils ont cette appellation. Alors, c'est sur une de leurs peaux. D'accord. C'est une de leurs peaux qu'ils ont appelée pointe de diamant. C'est pas tant par rapport au tannage, c'est plus par rapport à la couleur en fait, à l'aspect de cette peau-là. Ouais. Et justement, je te demandais en préparant cette discussion s'il y avait d'autres utilisations, donc comment ils avaient pu développer en fait leur business model. Donc là, on parle d'horlogerie sur des bracelets cuir. Est-ce qu'ils ont développé leur utilisation sur d'autres types de biens? Oui, complètement. En fait, leur cuir, en fait, ils l'ont voulu suffisamment qualitatif pour respecter les contraintes horlogères. Mais aujourd'hui, en fait, leur cuir est utilisé en maroquinerie, alors sur de la petite maroquinerie ou sur des sacs, et également sur des sneakers. Donc c'est vraiment une alternative au cuir ou une alternative aux matières végétales qui est intéressante et qui pour le coup ne crée pas de pêche supplémentaire et est complètement circulaire en fait. Et tu me disais, je crois me souvenir, c'est une entreprise qui est située aussi dans un périmètre relativement proche. C'est une entreprise qui est à Lyon, qui est juste à côté de Lyon. D'accord. Ouais. Et par rapport, donc, tu es une petite structure par rapport à d'autres géants de l'horlogerie. Est-ce que c'était difficile justement de trouver des partenaires avec une approche innovante et en tant que petite structure? Est-ce que c'est un challenge supplémentaire? Comment Alors, ça a été difficile de trouver des partenaires répondant à nos prérequis de circularité, de recyclage, quand on a commencé ce projet en 2019. Parce qu'en fait, on était à cette époque-là, et notamment plutôt dans la mode, en fait, au début. Oui, en 2019, c'est le Fashion Pact. Exactement. C'est les accords de Paris, voilà. Le Fashion Pact. C'est un peu le turning point qui a mis en mouvement beaucoup d'acteurs. Absolument. Et du coup, beaucoup de choses s'étaient déjà faites dans la mode et assez peu en fait autour justement des produits entre guillemets plus durs type horlogerie, joaillerie. Donc la difficulté a plutôt été de trouver les partenaires dans un premier temps. Une fois qu'on les a trouvés, la petite taille de notre structure en fait n'a pas été un problème parce qu'en fait on arrivait avec une volonté qui correspondait en fait à chaque société qu'on allait voir en fait. On partageait les mêmes valeurs, on avait la même volonté de faire avancer les choses. Pour la plupart en fait, ces structures étaient aussi des petites structures en fait, donc étaient tout à fait capables de répondre à nos besoins. Et globalement, le projet a rencontré l'adhésion de l'ensemble de ses partenaires assez rapidement. Donc, on n'a pas eu de difficulté à trouver les partenaires une fois. C'était les partenaires en tout cas une fois qu'on les avait trouvés. C'est l'identification et aller les trouver qui a été plus. Ça a été plus long. Ouais. C'est le challenge a plus été là, en effet. Et il n'y a pas actuellement de base de données horlogères ou par secteur d'activité qui, sur le même modèle que Solar Impulse, qui a lancé un peu un répertoire en fait de solutions
innovante, éco-responsable. Alors, C'est un peu le bouche à oreille. Ouais, pas encore. Pas encore. Néanmoins, je pense que ça se met en place tranquillement. Je crois que les salons, en l'occurrence, sont quand même des bonnes bases de données de fournisseurs. Notamment les salons parisiens qui proposent des matières transformables grandissent à vue d'œil sur la partie éco-responsabilité. Donc c'est qu'il y a de plus en plus de sociétés qui ont investi le sujet et de plus en plus de sociétés qui justement veulent commercialiser leurs solutions auprès de différents types d'acteurs, d'autres secteurs d'activité. Donc je pense que petit à petit, la base se créera de façon officielle, mais elle existe quand même déjà dans les répertoires des salons. D'accord, très bien. Par rapport à la commercialisation, vous êtes en phase de commercialisation. Vous avez aussi abordé les choses de manière peut-être un peu différente sur cette partie-là. Vous êtes en phase de précommande. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été l'approche vis-à-vis de cette commercialisation qui est une étape primordiale dans la survie de l'entreprise. Oui, bien sûr. Donc l'idée, en fait, part du principe que avoir une commercialisation massive, comme la plupart des marques, implique d'avoir du stock. Alors, le fait d'avoir du stock implique d'avoir des moyens aussi de créer ce stock. Donc, quand on est qu'une petite structure qui démarre, on n'a pas les moyens de créer du stock. Ça, c'est le premier point. Et dans tous les cas, créer du stock ça veut dire à l'encontre, utiliser des ressources, va à l'encontre de vos valeurs, de nos valeurs. Donc, par rapport à ça, l'idée a été assez rapidement définie de partir sur le concept de la précommande qui sur ce type de produit, en tout cas recyclé, commence à vraiment avoir un écho en fait auprès des personnes qui sont sensibilisées, et cela permet donc à la fois de maîtriser complètement ces stocks, mais du coup de ne pas produire en avance pour rien. Donc c'est vraiment le concept que l'on a choisi aujourd'hui, qui est donc de proposer nos produits sur notre site internet en précommande, pour ensuite ne fabriquer que ce que l'on a vendu. C'est la production des pièces vendues. Voilà. Ce qui pose un challenge aussi en termes de positionnement prix, parce que voilà, vous avez besoin aussi d'un volume minimum pour pouvoir lancer ces précommandes. Ouais, donc on est dans cette phase-là. Je crois que les précommandes sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de mars. Tout à fait. Et ensuite, une fois que la production sera lancée, on est sur quelle timeline pour recevoir le produit? Alors, pour répondre à la première question, effectivement, qui est le positionnement prix, le produit donc est fait en France et en Suisse, avec des matériaux qui sont haut de gamme. Donc, on a forcément un positionnement prix qui n'est pas accessible à tout le monde. On a un positionnement prix qui est plutôt dans le haut de gamme. Ce positionnement prix haut de gamme, il est aussi effectivement lié au fait que on n'ambitionne pas tout de suite d'avoir des quantités vendues astronomiques. Du coup, moins on a de quantité, forcément, moins on réalise d'économies d'échelle et plus nos prix de revient sont élevés. Donc, dans un premier temps, effectivement, on est sur cette contrainte-là, de vouloir fournir de la qualité, de ne pas vouloir rentrer dans quelque chose qui pourrait être de la fast horlogerie pour faire un pont avec de la fast fashion, et justement de pouvoir proposer uniquement ce que l'on vend. Et effectivement, donc du coup, cela a un coût forcément. En termes de délai, à partir du moment où les précommandes seront terminées, on est sur un délai de quelques mois de production, parce que l'ensemble des composants seront achetés à ce moment-là, et l'ensemble des composants, ne serait-ce que du mouvement, ça prend du temps de fabriquer un mouvement automatique. Donc du coup, l'assemblage de la montre se fera une fois que tous ces composants seront fabriqués ou sourcés
Bon, l'attente dans l'horlogerie est souvent quelque chose. Enfin, voilà, il y a beaucoup de marques. Il y a quand même beaucoup de marques qui ne fonctionnent pas sur la précommande, mais où pour obtenir un modèle, exactement. c'est en plusieurs années. Mais voilà, exactement. Alors, on n'a pas la notoriété, nous, pour permettre. Pour nous permettre de faire attendre plusieurs années, c'est pas non plus l'objectif, honnêtement. Mais oui, on n'est pas on n'est pas dans l'immédiateté, forcément. Enfin, les clients sont habitués à avoir ces délais d'attente. Et peut-être par rapport justement à la clientèle que vous visez, quel est le profil? Est-ce que tu as le sentiment que c'est une clientèle qui est différente de la clientèle de l'horlogerie traditionnelle? Alors, je pense... Alors, notre produit et notre marque, elle a été conçue uniquement pour les femmes. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas de marque horlogère spécifiquement féminine. En fait, il y a des marques horlogères qui, à la base, étaient masculines et qui ont adapté leur offre et leur gamme pour de la femme, ou des marques de joaillerie qui ont développé de l'horlogerie féminine ensuite. Donc, on est la seule marque féminine horlogère aujourd'hui sur le marché, et on a donc pour vocation déjà de proposer des produits pour les femmes et adaptés aux femmes. Donc, ça limite déjà effectivement le profil de la clientèle. Et cette clientèle, alors, je pense qu'à mon avis, il peut y avoir plusieurs types de clientèle, mais je pense que le point commun de toutes les personnes qui pourraient être intéressées par notre produit est qu'elles ont fait le même cheminement en fait que celui que l'on a eu avec Eliška, qui est la cofondatrice de la marque et la designer de la marque, qui est de se dire essayons de consommer moins et mieux. Essayons de trouver sur le marché des produits qui ont un sens et arrêtons de consommer de façon inconsidérée. Donc je pense les personnes qui peuvent être sensibles à notre projet auront ce profil-là. Après, on peut avoir aussi des personnes qui effectivement sont sensibles à l'histoire des diamants. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont jamais acheté de diamants parce qu'ils provenaient des mines et qui aujourd'hui achètent des diamants parce qu'ils proviennent de laboratoires. Donc, ça ouvre une autre clientèle aussi par rapport effectivement aux marques d'ores et déjà présentes sur le marché. Et en termes d'âge, alors pour les personnes qui sont les plus âgées, ce seront potentiellement celles qui auront évolué justement avec cette prise de conscience. Et pour les plus jeunes, ce sont en fait des personnes qui sont nées pour la plupart avec cette prise de conscience d'ores et déjà, et qui aujourd'hui sont réellement en attente de produits qui respectent l'environnement et qui sont manufacturés à partir d'autres produits recyclés, en fait. Et juste, alors, tu parles de cette nouvelle génération qui est quand même déjà sensibilisée aux enjeux environnementaux et sociaux et qui va peut-être choisir, en tout cas cette composante-là va être un élément important, voire décisif dans ce choix. Comment vous communiquez justement autour du produit, des valeurs, des engagements, parce que c'est aussi un élément important de transmettre votre parcours et de faire connaître tout le détail, ne serait-ce que sur la composition et sur les composants innovateurs et vertueux que vous avez sélectionnés. Est-ce que c'est facile de mettre tout ça en avant? Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas difficile de mettre les choses en avant. Il faut trouver effectivement la façon de le faire. En revanche, le timing pour le faire et les moyens de communication pour le faire. Donc, en termes de moyens, aujourd'hui, on a un site web, on a un compte Instagram, on a une page LinkedIn qui, du coup, couvre à la fois du loisir et du pro. Mais c'est pas suffisant et on est bien conscient. On aimerait aujourd'hui arriver à mettre en place ce qu'on appelle, entre guillemets, des rendez-vous découvertes, c'est-à-dire aller vraiment à la rencontre du client. Là aussi, en essayant de casser un petit peu les codes et en allant voir directement les personnes qui pourraient être intéressées
à la fois pour leur expliquer justement notre idée, notre concept et leur faire essayer nos produits, mais également ça pourrait être l'occasion justement de faire intervenir un de nos partenaires pour justement accentuer cette sensibilisation et faire de ce rendez-vous découverte à la fois une découverte produit, mais une découverte d'un secteur d'activité particulier qui a pour vocation justement d'essayer de faire les choses le plus vertueusement possible. Et de grandir aussi en même temps que vous, enfin voilà, oui, d'attaquer de nouveaux marchés peut-être et de petit à petit prendre plus d'ampleur par rapport à l'offre un peu plus traditionnelle. Oui, je pense que ça peut être donnant-donnant pour tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors notamment post-Covid, on a vraiment tous besoin de plus de proximité. Et ça rentre aussi un petit peu, cette démarche rentre aussi un petit peu dans cette idée-là de pouvoir, ne serait-ce que recueillir en fait en direct des commentaires clients qui sont toujours très intéressants. Et peut-être, pourquoi pas, à terme, co-construire un produit. On peut tout envisager en fait. Très bien. Une des questions aussi que j'avais en tête, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Alors, nous souhaiter pour la suite, de voir nos montres portées déjà par le plus grand nombre. Ça, ce serait vraiment une très belle récompense. J'allais dire des efforts que l'on a fournis, mais c'était pas des efforts, c'était un plaisir en fait, et de la conviction et des engagements que l'on a. Et trouver aussi des partenaires pour la suite pour nous aider à continuer sur ce chemin. On a plein d'idées. À la différence de 2019, il y a énormément de nouveaux matériaux très intéressants qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Donc, vous avez déjà une wish list de peut-être composants innovants avec lesquels vous aimeriez développer d'autres produits. Ouais, d'autres produits. Et pour ça, il nous faut des financements. Donc, on est aujourd'hui effectivement à une étape où on recherche des nouveaux financements pour pouvoir nous aider à aller plus vite. C'est toujours c'est la question, aller plus vite dans cette démarche. Et est-ce qu'en termes de type de financement, il y a différentes options? Est-ce que tu sais déjà vers où tu aimerais aller? Si des financiers nous écoutent et des investisseurs peuvent être intéressés, on est preneurs. Non, on cherche en fait effectivement on cherche des financements type equity, donc c'est-à-dire des prises de on ouvre le capital à des personnes qui pourraient être intéressées par l'idée de nous rejoindre et de participer à notre aventure. On regarde aussi forcément des financements plus classiques, type financement bancaire, prêt, pour nous aider. Et ça, c'est vraiment la vie d'une start-up pour le coup qui démarre. C'est que on a 1000 sujets à traiter tous les jours et des vrais challenges pour le coup pour arriver à émerger. Et justement, je me demandais, donc là, tu es à 100% dans un projet, dans une marque d'entrepreneuriat durable. Oui. Est-ce que c'était une évidence est-ce qu'il y a 15 ans, tu pensais qu'un jour, tu serais entrepreneur et femme entrepreneur et dans un... Non. Alors déjà, il y a 15 ans, il y a même 5 ans, j'aurais jamais pensé me lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis plutôt quelqu'un de super corporate, en fait. Donc, être salarié ne m'a jamais dérangée. Alors, j'ai toujours eu la chance de travailler dans des secteurs d'activité passionnants. Donc, c'est vrai que ça facilite aussi les choses. Mais non, j'aurais jamais imaginé ça. Ça m'est tombé dessus un petit peu, comme je te le disais au début, par hasard. Les choses se sont mises en place petit à petit. Pendant longtemps, je pense que j'ai pas vraiment voulu y croire. J'avançais, mais sans trop savoir ce que ça allait pouvoir donner, si on allait y arriver, etc. C'est un challenge contre soi-même, en tout cas contre moi-même, de tous les instants. On est souvent de te mettre des limites. Oui, on est souvent son pire ennemi en fait. Ouais. Donc c'est vrai que autant développer des projets, je l'ai fait toute ma vie, autant développer mon projet, bizarrement, ça m'a semblé être une montagne différente à gravir. Et c'est vrai qu'en fait, dans les moments de doute, je me suis souvent dit non mais il y en a plein qui l'ont fait, il n'y a pas de raison pour que toi tu n'y arrives pas.
Et je pense que c'est ce qui m'a un petit peu tirée jusque-là. En tout cas, c'est ce qui me tire encore aujourd'hui. Tu me dis qu'il n'y a pas de raison pour que je ne les trouve pas, mes financiers. En plus, enfin voilà, avec c'est pas c'est au-delà du projet, c'est une marque, un produit, donc oui, c'est très abouti, c'est très concret. Aujourd'hui, c'est très avec concret. Des partis pris déjà très forts. Je pense que l'histoire est claire. Donc non, j'espère qu'on va pouvoir poursuivre cette aventure qui, au final, et contre toute attente, me plaît vraiment en fait. Le challenge du quotidien qui m'a fait peur pendant longtemps, aujourd'hui, me stimule énormément et je prends beaucoup de plaisir. Et de toutes ces casquettes, quand on est à la tête d'une marque, on gère un peu tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te porte quotidiennement et que tu ne lâcherais pour rien au monde? Je crois que l'envie de faire quelque chose qui a du sens me porte vraiment. Il y a beaucoup de sujets avec lesquels j'ai plus de mal. Non seulement parce que ce n'est pas mon cœur de métier en fait aujourd'hui, et aussi parce que je suis juste moins à l'aise avec ces sujets-là. Mais en tout cas, l'idée déjà d'avoir eu tant de soutien depuis le début autour de ce projet, de sentir autour de moi qu'il fait sens aujourd'hui, et de me dire qu'il y a encore tellement de choses à faire et que j'ai envie, et que Eliska aussi, on a tellement envie de pouvoir proposer plein de nouvelles choses autour de ces nouvelles matières et de ces valeurs qu'on partage. Je pense que ça nous motive vraiment au quotidien. Oui, parce que c'est quand même un écosystème très dynamique. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés. Ouais. Et heureusement. Heureusement. Il y a de plus en plus de nouveautés, effectivement, en termes de matière. Après, c'est aussi arriver à faire le tri entre les innovations réelles et vraiment à impact positif. Complètement. Alors ça, c'est le gros, oui, bien sûr, ça c'est le gros sujet. C'est vraiment arriver effectivement à trouver les bons partenaires et à avoir effectivement, avant de commencer à travailler avec eux, entre guillemets, avoir vérifié leur passeport, entre guillemets, sur le fait que ce qu'ils disent est réel. Oui, ce qu'ils disent et ce qu'ils font en fait. En étant en plus humble de ne pas être spécialiste de tout. Enfin, c'est vrai qu'on est face à souvent de l'innovation, de la nouveauté, et il faut savoir ce qui est vraiment une innovation vertueuse et qui apporte quelque chose. Et je pense que c'est aussi passionnant, en tout cas moi de ma perspective, d'être dans un milieu riche où on apprend constamment, parce que il y a à tout niveau. Bah oui, ça c'est l'entrepreneuriat au quotidien, c'est que finalement on apprend tous les jours. Sur tout type de sujet, que ce soit justement sur les sujets qui concernent le produit en tant que tel et les matériaux qui pourraient être utilisés, que sur des sujets annexes que l'on n'a pas forcément eu l'occasion de traiter dans sa vie professionnelle précédente, et qu'il faut qu'on intègre, parce que même en créant des petits écosystèmes autour de soi, parce que même si on est multitâche, on n'a quand même pas les compétences pour tout faire seul. Donc il faut quand même effectivement pouvoir s'entourer et savoir déléguer, ce qu'on ne sait pas faire, sinon c'est tout de suite très chronophage et pour un résultat qui n'est pas forcément à la hauteur de ce que l'on aimerait. Donc il faut vraiment savoir déléguer, mais c'est vrai que au quotidien, les journées passent vite et on ne s'ennuie pas. je le crois sur parole. Peut-être une dernière question. Comment, si on n'est pas investisseur, comment on peut te soutenir à l'instant T Alors, sans être investisseur, je pense que le bouche à oreille, le buzz, parler de la marque pour justement la faire connaître au plus grand nombre serait vraiment d'un réel soutien. Aujourd'hui, on communique de façon assez régulière sur l'ensemble des canaux digitaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, la communication en tant que telle auprès des médias,
nécessite forcément d'avoir un budget pour cela, qu'aujourd'hui on n'a pas. Face à des grandes marques qui, elles, exactement, bien sûr. Et c'est toujours l'ambivalence, c'est que t'es toujours face à quelqu'un qui de toute façon a plus à offrir que toi. Donc voilà. Donc effectivement, communiquer autour de la marque aujourd'hui, ne serait-ce que pour la faire connaître au plus grand nombre, serait déjà d'une grande aide. Super, alors on partage, on like. Alors on partage, on like, on parle aussi oralement de la marque autour de soi, et je pense que, voilà, non seulement moi je trouve que ça fait partie faire partager une découverte ou une belle découverte et une bonne expérience, c'est déjà, je trouve, assez chouette. Et effectivement, si ça peut faire boule de neige, c'est tant mieux. Et on suivra aussi la partie événementielle où voilà, je pense que c'est aussi très intéressant de pouvoir découvrir le produit. Donc, et pourquoi pas participer à un événement. Avec grand plaisir. Tu es la bienvenue. J'ai, je crois, quelques questions dans le chat pour Valérie. Alors, je les lis, je les ai ici sur la tablette. Donc, la première question, quel est le pourcentage la plus-value de l'utilisation de ce type de cuir par rapport au cuir traditionnel? Même question pour le métal recyclé. En pourcentage, la plus-value. Alors, c'est très spécifique. C'est très spécifique, très précis, et je n'aurai pas une réponse très précise à donner. La différence va résider surtout dans le mode d'approvisionnement, en fait, avant tout. Le processus qui est utilisé par mon fabricant de cuir est d'aller récupérer des peaux. Par rapport à ça, vous allez me dire, le cuir provenant de bovins, on va récupérer des peaux aussi. Mais qui n'ont souvent pas de traçabilité, enfin très peu de traçabilité. Alors, voilà, sur... Exactement, la différence, tout à fait, c'est qu'on ne sait pas forcément... Enfin, les tanneries, en tout cas, qui fournissent en cuir bovin, ne partagent pas forcément la traçabilité et la provenance de leur cuir, en fait, ni la façon dont ce cuir est arrivé chez eux. Oui. La différence, donc effectivement, avec cette société lyonnaise, est que l'on peut savoir qui sont les fournisseurs de ces peaux de saumon, parce qu'il suffit de leur demander alors pas à la peau près bien sûr, mais en tout cas, ils travaillent avec des sociétés de l'agroalimentaire lyonnais qui sont tout à fait identifiées, et qui leur fournissent de façon très régulière les peaux qu'ils vont choisir. Alors, ils ne prennent pas toutes les peaux, bien sûr, ils vont choisir les plus belles pour ensuite les tanner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le tannage, justement. Il y a deux méthodes de tannage. Il y a le tannage végétal, qui est donc utilisé par cette société, qui peut être appliqué sur du cuir aussi, d'ailleurs. Le tannage végétal, ça consiste à utiliser des écorces, des baies, en tout cas des produits naturels, pour tanner les peaux et donc les transformer en cuir. Le tannage, c'est le processus de transformer une peau en cuir. La plupart des tanneries traditionnelles de cuir de bovin aujourd'hui utilisent du tannage au chrome. Très peu sont sur du tannage végétal. Donc ça, c'est le deuxième point. Concernant et qui dit aussi tannage au chrome, dit en termes de pollution des eaux, et de tout le système qui va accompagner le chrome. Le processus et le chrome, absolument, qui du coup n'est pas du tout recyclé et part dans la nature, très clairement. Donc ça, ce sont les deux premiers points qui concernent effectivement le cuir. Concernant l'acier, aujourd'hui, la plupart des aciéries, et c'est bien pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce fabricant suisse, la plupart des aciéries vont utiliser de l'extraction minière avant de fondre les matériaux pour obtenir de l'acier. La société que l'on utilise aujourd'hui, en fait, va aller récupérer des copeaux d'acier, ne fait pas d'extraction minière, va récupérer des copeaux d'acier qu'elle va refondre. Cette société, alors là pour le coup ci, on a quand même un chiffre, a été auditée par la société Cantis, et leur empreinte carbone est 10 fois moindre que celle d'une aciérie classique. Merci. J'ai une autre question. Pouvez-vous expliquer les possibilités de modification au fil du temps de la montre ?
Oui. Donc, on a parlé justement de la boîte, mais on n'a pas vraiment spécifié encore en quoi elle était. Alors là, je vais vous montrer avec le produit, ce sera plus simple pour que tout le monde comprenne bien. En fait, notre montre, elle est faite. Voilà, je ne sais pas comment je vais faire, peut-être pour m'approcher de la caméra, peut-être de celle-là. Alors, elle est faite en fait de cette boîte et de ces deux cornes. En fait, ces deux cornes, et c'est pour ça que la boîte et les cornes ne sont pas soudées et que ce n'est pas une pièce unique. Ces cornes sont vissées à la boîte sous l'arrière. C'est caché par le bracelet, mais on a une petite vis. Et en fait, cette partie extérieure de la corne, du coup, peut s'enlever. Elle peut s'enlever et elle peut donc évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'on pourra toujours avoir cette boîte ronde et à terme, le jour où on a envie de changer de montre, n'acheter que des cornes pour justement modifier son modèle. Donc ça, c'est la première option. Les autres options sont les suivantes. On va créer ce que l'on a appelé des... Enfin, ça, c'est du coup un peu une avant-première. Une avant-première. Je ne vous ai pas encore sorti, mais l'idée est de venir accessoiriser... on donne envie aux futurs investisseurs. L'idée est de venir accessoiriser donc, le bracelet avec ce que l'on a appelé des petites charms, des petits loops, des petites barrettes qui vont pouvoir se clipper donc, autour du bracelet cuir et qui, là aussi, vont pouvoir évoluer avec le temps, tant au niveau du look que des matériaux, qu'ils soient sertis ou pas. Donc voilà, on va pouvoir venir personnaliser sa montre avec ces petits bijoux. Et la dernière option est plus spectaculaire. On est donc dans cette idée de montre bijoux et l'idée c'est vraiment de venir créer des vrais bijoux, de partir de la montre pour venir habiller le bras et de venir créer des bijoux un peu plus dingues, un peu plus fous. On se réjouit de découvrir tout ça. En tout cas, c'est une belle manière de pas prolonger la vie du produit parce que le produit et la montre est par essence un bien qu'on garde toute sa vie, Absolument. Voire qu'on transmet de génération en génération, mais de pas avoir cet effet peut-être de lassitude qui est très propre à notre génération. Et de modifier le produit sans le changer et de pouvoir le garder, le porter comme pièce unique toute sa vie. Tout à fait. Et bien sûr, donc la dernière option, mais celle-là elle est plus classique, c'est qu'on pourra changer le bracelet à la fois au niveau du cuir. On ne sera peut-être pas toujours sur ce cuir marin, on pourra proposer d'autres choses à terme, peut-être un bracelet chêne, on verra. Voilà. Mais il y aura aussi cette option. Merci. J'ai une autre question. Savez-vous quelles autres utilisations et applications ont ces cuirs de peau de poisson? Oui, alors on l'a déjà, on en a rapidement déjà parlé. Ils sont aujourd'hui utilisés en maroquinerie, et en petite maroquinerie, donc sac et tout ce qui concerne portefeuille et autres porte-monnaies. Et la société également fait une collaboration avec une marque de sneakers, donc on peut retrouver ce cuir sur des chaussures également. Très bien, merci. Une autre question, avez-vous pensé à des bracelets en tissu recyclé? On pense à tout. C'est dans la liste, la wishlist. On pense à tout. Alors après, ce qu'il faut, c'est toujours pareil. Il faut vraiment vérifier avec les matériaux que l'on veut utiliser quelles peuvent être leur durée dans le temps, en fait. Le tissu, alors recyclé, bien sûr. Dans tous les cas, ce serait effectivement celui-là. Enfin, on connaît bien Nona Source. Qui est à la caserne à Paris aujourd'hui et qui recycle justement tous les beaux tissus des grandes marques du groupe LVMH, entre autres. Alors, il n'y a pas que, bien sûr, mais il y a eu en tout cas une vraie volonté de réutiliser, de réexploiter leur stock. Néanmoins, il faut que par rapport à un usage quotidien, par rapport au frottement, par rapport au fait que ce soit vraiment directement en contact avec la peau, enfin, voilà, il y a quand même pas mal de contraintes sur des bracelets rangés, donc il faut quand même faire attention à ce que le produit ne s'abîme pas rapidement. Parce qu'on veut contraire en plus à ce que l'on voudrait véhiculer, mais qu'au contraire, il dure bien dans le temps. Mais toutes les matières peuvent être envisagées et au contraire, c'est l'occasion justement d'accessoiriser nos montres et de les faire évoluer dans le temps aussi. Très clair. Une dernière question, avez-vous prévu de pouvoir changer la boîte et garder le mécanisme?
Alors ça, c'est vraiment la grande question de la boucle de la circularité, en fait, pour ce qui nous concerne. À partir du moment où une boîte se monte, elle se démonte. Donc oui, c'est tout à fait envisageable à terme de se dire je n'ai plus envie de ma boîte ronde. Il y a un nouveau modèle qui est sorti. Si le mouvement, et seulement si, parce que tous les mouvements ne s'adaptent oui, pas. Ou alors il faut éco-concevoir la prochaine boîte. En fonction de ça, ce qui est tout à fait envisageable. Mais si et seulement si le mouvement peut être réutilisé dans un autre modèle, bien sûr, ce sera tout à fait envisageable. Alors après, on ne pourra pas faire des switches de mouvement et de boîte au quotidien. Ou en tout cas, il faudra qu'on développe une technologie d'ouverture d'une boîte et de... ça va être un peu compliqué. Mais je pense que quand même dans votre approche, l'idée c'était de vraiment travailler sur une boîte qui soit intemporelle, qui soit une base quand même, un canevas que vous puissiez réutiliser dans le temps et de pas aller dans la contrainte justement de trop diversifier non plus les formes de boîtes. Tout à fait. L'idée, effectivement, est de créer des produits qui soient suffisamment intemporels pour justement pouvoir traverser les années sans prendre une ride. Donc ça, c'est clair que c'est vraiment notre postulat de départ. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie de venir justement les accessoiriser pour qu'ils restent malgré tout, qu'ils puissent rester en tout cas malgré tout toujours à la mode, dans l'air du temps en tout cas. Ça, c'est certain. En revanche, effectivement, le montage des montages peut tout à fait se faire. Et on peut tout à fait effectivement envisager, nous, justement en éco-conception, d'intégrer ce prérequis, qui de toute façon, on est sur de la montre bijou et on a envie de rester parce que l'offre sur d'autres types de diamètres est suffisante aujourd'hui, nous paraît complètement, pour le coup, évidente. Après, voilà, en fonction du modèle, un modèle rectangle ne va peut-être pas accueillir le même mouvement qu'un mouvement rond. Donc voilà, ça pourra certainement se faire. Mais avec certaines contraintes. Voilà. Très bien. Il faudra qu'on prenne en compte effectivement en amont. Merci beaucoup. En tout cas, je crois qu'on a en tout cas traité toutes les questions. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses et fait découvrir, j'imagine, certains aspects qui sont pas forcément très connus de tous. Et voilà, on a pu bien comprendre quelle était votre démarche. J'espère en tout cas. Et je suis ravie vraiment d'avoir pu t'accueillir aujourd'hui et aller en profondeur dans cette thématique horlogère féminine. Peut-être un dernier mot et une intervention, pardon, je cherchais le terme, de notre partenaire. Donc, ce live talk a aussi été rendu possible grâce au soutien de Green Buzz. Et nous avons Rebecca qui est la présidente de Green Buzz avec nous et j'aimerais bien qu'elle puisse aussi nous partager quelle est l'approche de Green Buzz. Parce que c'est tout un écosystème qui se met en mouvement et je pense que plus on est d'acteurs à se soutenir, à donner de la visibilité, à ouvrir des plateformes, à sensibiliser, plus vite le mouvement avancera. Donc Rebecca, si tu veux nous présenter en quelques mots Green Buzz Geneva. Merci beaucoup, oui, bonjour. Merci d'avoir partagé ton expérience, c'était vraiment très intéressant. Et puis merci beaucoup Gaëlle pour l'initiative. Alors, donc Green Buzz Geneva, on est un réseau global qui a plusieurs chapitres en Europe. Tout a commencé il y a une dizaine d'années à Berne. Et donc, je suis présidente du chapitre de Genève. Alors, on a eu malheureusement le Covid, etc. Donc, on fait un peu bon an, mal an. On essaye d'organiser des événements. Notre objectif, c'est de créer ce réseau de professionnels de la durabilité, multi-secteur, multi-industrie, et à tous les niveaux, donc aussi bien des grosses corporations aux jeunes entrepreneurs. Je suis moi-même entrepreneur, donc depuis que je suis présidente, on a une philosophie très axée sur l'entrepreneuriat. On aime proposer un espace et puis une plateforme pour permettre de la visibilité. Une des questions était comment on peut te soutenir à l'heure actuelle. Pour soutenir une jeune société qui met la durabilité au cœur de ses
sa vision et de sa mission, et ben typiquement voilà, Green Bus Geneva est là pour co-organiser des événements, fournir une petite base de données qu'on essaye de faire grandir au fur et à mesure. Et puis il me semble que voilà, aujourd'hui c'était l'épisode 1 d'une saga sur la thématique des PME et de la durabilité. Donc c'est un des axes qu'on développe. Voilà, je ne sais pas si je veux dire autre chose. C'est vrai qu'il est déjà à 13h33. C'était passionnant la discussion. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. À part, rejoignez-nous sur LinkedIn. On organise voilà, pas mal d'événements en physique et puis aussi en ligne. Merci beaucoup Rebecca, c'était très clair, très complet. Donc vous avez, on partagera toutes les réseaux sociaux, que ce soit de Iris Alt et de Green Buzz. Donc n'hésitez pas à suivre l'actualité de Valérie et de Rebecca. On est ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour le 2e épisode. Merci beaucoup Gaëlle. Valérie. Merci.